Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis en direct de Guest Sport et je suis avec Victor Traoré. Oh là là, basketteur pro aujourd'hui à Lille, mec qui a eu tout un parcours, qui joue en équipe nationale du Burkina, qui a fait Longwy. Enfin, reprenons dans l'ordre. Reprenons dans l'ordre. On est arrivé à Massy, on a débarqué à Massy. Ouais. Au Baconnet, on a débarqué à Massy, dans une fête foraine. On m'appelle, tu es grand là, tu veux pas faire du basket? Et je débarque en cadet département à Massy pour commencer le basket, enfin pour jouer en club là, et m'amuser avec une bande de potes qui est restée pote jusqu'à aujourd'hui. Donc on part de Massy, Palaiseau, on va... Pourquoi tu parles dedans? Après, La relève. la qui est là. relève. Après, on atterrit à Chalon-sur-Saône pour faire une année d'espoir, qui nous conduit à Longwy en National 1 après, pendant 3 ans. Après, je monte un peu de niveau, toujours en National 1, mais je viens à Angers pendant 4 ans, qui est un peu plus, qui joue le haut tableau. On n'arrive pas à monter. Après, du coup, je vais en Pro B pour tenter ma chance à Évreux. Je fais 1 an. Je fais une bonne saison et après il y a Lille qui m'appelle, qui me donne de grosses responsabilités. Je fais 3 ans, je fais mes meilleures années Pro B, carrière même. Et je suis repéré après par Le Portel en Pro A, je vais faire 2 ans et là depuis 1 an je suis reparti à Lille. D'accord, ça fait un sacré... C'est un bon petit parcours. C'est bien ça, parce que ça te permet de voir en plus comment ça se joue dans différentes zones. Ouais. C'est toujours bien pour comprendre le sport dans son ensemble, quoi. Ouais. J'ai mis du temps, mais bon, je suis arrivé. Et puis, je suis bien. Ouais. Faut que les gens sachent, hein, on a grandi dans le même quartier au Burkina, donc il y a certaines choses que je sais, c'est pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, au Burkina, on a grandi à Dégamson. Voilà. Dégamson. Ouais. Parce que c'est pas simplement Somgandé, c'est Dégamson. C'est pas pareil. Voilà. Et ce que je me disais aussi, c'est qu'avant, tu faisais du foot. Ouais. Et maintenant, ta transition, t'es passé dans le basket. Est-ce qu'au début, c'était juste le sport qui t'intéressait ou c'était plutôt le basket et après tu l'as découvert? Comment c'est? Non, c'était le sport parce qu'au Burkina, c'était tous les sports possibles. C'était le foot parce que le foot, c'est le plus facile à jouer au Burkina. Dans le quartier, voilà. Ensuite, tout ce qu'on pouvait de temps en temps au basket, sur les playgrounds, voilà. Et arrivé ici, il fallait faire du sport. Que les études, c'était pas possible. Il fallait bouger. On m'a accosté, on m'a proposé de jouer. J'avais même pas les moyens de m'acheter la licence à l'époque parce que c'était pas ce qui était prévu. On m'a payé, enfin le président à l'époque m'a offert la licence pour que je vienne jouer. Et puis c'est lui qui m'a permis de démarrer. Hein. Chaque coup de pouce comme ça est important. Ouais. Donc c'était pour le sport. Et après, je suis tombé dedans. D'accord. Ouais. Et ça faisait un programme du coup assez lourd quand même, entre études et sport. Ton emploi du temps, il devait être sacrément chargé. Il était un peu trop chargé. En plus, vivant seul, sans les parents, on sait bien comment c'est ici en tant qu'étudiant. Oui. En région parisienne, en plus, avec les transports, du coup, ma dernière année de BTS était compliquée, mais je me suis accroché, j'ai réussi à l'avoir ric-rac. Et après, mon père m'a dit, va jouer maintenant. Après, Oui, en fait, comme ça se passe souvent au Burkina en tout cas, tu offres le diplôme à tes parents et après tu prends vraiment ton indépendance. Voilà, on dit va jouer maintenant. Bon, tu as réussi à faire les deux et puis à avoir ton année, ton BTS, ton diplôme. Mais est-ce que si ça n'a pas compromis tes études, est-ce que ça a compromis un peu ta jeunesse? Est-ce qu'il y a eu un impact psychologique d'avoir ces deux choses-là qui se croisent, cet emploi du temps super chargé? D'un côté, tu as les études, tu dois réviser. De l'autre côté, tu dois faire ta performance physique. Est-ce que tu avais le temps de sortir? D'autant plus que tu dois avoir une diète. Sortir. Je me rappelle, je vivais avec ton frère en plus. Ma dernière année de BTS. Ça donne les docs. Ouais. Et quand lui disait, bon, on va là. J'ai match ou là j'ai entraînement. Donc il y a des moments, c'était. Mais en fait, c'était même pas un poids, c'était juste. C'était plus naturel en fait pour moi d'aller m'entraîner ou jouer. Donc j'étais plus attiré vers. On a Sam qui est le petit frère qui est censé s'en occuper mais qui fait mal son boulot. C'est pas facile, je témoigne, c'est pas facile, c'est une pile. Donc non, c'était pas un poids, mais c'est vrai qu'il y avait des choix à faire. Ça allait juste de bon sens, donc il y a des sorties que je faisais pas où j'allais plus m'entraîner ou juste m'entraîner, même pas plus, mais juste faire ce qu'il fallait, plus les études, c'était déjà bien assez et puis j'étais
n'était pas trop sorti, quoi, donc ça n'a pas compromis, c'était juste un autre chemin. Ok, ça demande beaucoup de rigueur quand même. L'énergie qui te permettait de rester serein et sur la bonne voie, entre guillemets, c'était plus l'envie d'avoir une certaine performance au niveau du basket. C'était cette envie de performer ou juste de nature, tu n'es pas... Non, à Ouaga, on sortait. Hein. c'est pas ça. Tu as dû vraiment prendre sur toi, modifier un peu tes priorités. Non, j'ai pas pris sur moi parce que c'est devenu naturellement ma priorité, de performer, d'être meilleur. Pour ne pas se blesser, tu ne dois pas trop sortir. Donc c'était même pas une contrainte, c'était que j'étais assez fatigué. Je me reposais, ou j'étudiais, ou je n'avais pas le temps de sortir. Donc c'est devenu une seconde nature. C'était pas une contrainte, c'est devenu une seconde nature de vouloir être en forme pour l'entraînement ou pour le match, parce que tu n'as pas envie de te faire... Même blessé, c'est après, tu as envie d'être bon. Ouais. Pour être bon, il faut être physiquement bon. Pour être physiquement bon, il faut se reposer. Si tu sors, c'est pas possible. Si tu bois, tu fumes. Il y en a qui ont fait les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu la même expérience. Et il y en a qui ont fait les deux, qui ont eu une meilleure carrière que moi, mais après, moi, c'était un choix. Ouais. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir une hygiène de vie, même hors basket, c'est souvent bien, quoi. Tu vois. Et puis la maturité faisant, à un moment donné, même les sorties. C'est ça. C'est du jus. Ouais. Ça fait du bien des fois, mais c'est vrai que... Sur le long terme, c'est pas terrible. On peut pas tout faire en même temps. On parlait de blessures aussi. Il y a certaines personnes qui disent, notamment au foot, que quand ils rentrent jouer en équipe nationale, c'est un peu plus virulent. C'est comme le basket d'une autre époque, hein. C'était un peu plus virulent. Je pense à l'époque de Jordan, des choses comme ça. Est-ce que tu as cette appréhension-là quand tu dois aller jouer en équipe nationale aussi au niveau du basket? Ouais, j'étais arrangé d'ailleurs quand je suis allé la dernière fois au pays pour les qualifs. J'ai pris un risque parce que si je me blessais là-bas, j'étais pas vraiment couvert. Ah, déjà en plus. Ouais, il y avait un papier, mais officiellement, s'il y avait vraiment un problème, mon contrat n'était pas couvert. C'était une chance de pouvoir jouer avec le pays à ce moment-là, au pays, parce qu'on a joué au pays. Donc j'ai pris ce risque-là. Mais c'est sûr que ici, le corps s'habitue. Le corps s'habitue à jouer sur du parquet, dans certaines conditions. Quand tu arrives là-bas et que c'est pas du tout les mêmes conditions, les genoux, les articulations, ça prend un coup. J'ai pris un risque. Ça s'est bien passé, je suis content. Mais quand on rentre au pays, ouais. Il y a un choc parce que c'est pas le même basket, c'est beaucoup plus rugueux, peut-être moins technique parce qu'il y a un retard au niveau technique du basket. Même si physiquement on a les qualités au pays, on n'a pas assez de matériel et d'entraînement pour pouvoir être au même niveau technique qu'ici. Donc forcément ça joue plus avec le physique et un peu plus de maladresse. Et les maladresses ça peut créer des blessures, c'est comme ça. Donc voilà, il faut s'adapter au jeu. Et puis c'est tout, hein. Après c'est pas non plus la brousse, hein. C'est du basket qu'on joue aussi. Donc, non, c'était bien, c'était juste que contractuellement il y a toujours un problème d'assurance et tout ça qu'il fallait passer au-delà et puis prendre ce risque-là. Et puis il est vrai quand même que financièrement c'est peut-être entre guillemets moins rentable à petit niveau en tout cas au Burkina. Donc peut-être que ça explique le fait que certains aient peut-être moins d'entraînement ou moins de rigueur entre guillemets. Oui, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il y a des individualités qui apportent de l'argent et qui permettent à certaines personnes de jouer au basket. Il n'y a pas de base solide avec de l'argent mis dans le basket, vraiment. Ça, c'est clair, le basket. Mais, comme je dis, peut-être que c'est le foot qui prend tout. Oui, oui, le foot prend beaucoup. Ouais. Mais c'est comme ici aussi, sauf qu'il faut... je pense que les priorités sont autres que le basket au Burkina. Est-ce que tu penses que c'est une aussi des responsabilités de la diaspora, notamment de ceux qui évoluent dans des clubs ici qui sont très doués? Il y en a beaucoup en fait, que ce soit de Burkina ou d'Afrique, qui évoluent dans différents sports. Même est-ce que c'est un peu de leur responsabilité aussi d'apporter un peu plus d'attention sur la scène du pays? Complètement. Je pourrais t'en citer, qui apportent leur aide. Mais c'est minime, c'est toujours bien. Mais on vit en France ou ailleurs, on peut apporter de l'aide, mais on ne vit pas là-bas. Oui. On ne peut pas construire, on ne voit pas. Quand on vient, c'est temporaire. On imagine les problèmes, on ne vit pas les problèmes. On peut se dire aussi proche d'eux quand on veut. Quand tu ne vis pas quelque part, tu ne vis pas là-bas. Tu ne vis pas les problèmes. Tu ne sais pas. Voilà, tu peux imaginer, mais tu ne sais pas. Donc, on apporte chacun notre petite aide. Mais
il faut que l'État aide, il faut que les grands qui sont là-bas aident, et il faut qu'il y ait des structures, il y a plein de choses à faire. Donc on peut réfléchir tout ça, mais il faut que des gens qui sont sur place fassent du boulot là-bas. J'en connais aussi qui sont sur place, qui font du boulot. Malheureusement aussi, je trouve que c'est un peu isolé. Ouais. Il y a beaucoup de petits, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de petits groupes qui bossent beaucoup individuellement avec les enfants, avec les jeunes, ça bosse beaucoup, moi je vois ça. Mais il n'y a pas une table où les gens s'asseyent, ils mettent tout en commun et puis ils disent on va repartir de zéro, on va creuser les fondations et puis on va refaire un gros championnat, une grosse structure, il n'y a pas ça. Même s'il y a de la volonté, il n'y a pas une volonté commune de tout le monde. Bon là je vois que, je ne vais pas citer de nom, mais là il y a des élections à Bobo, j'ai un oncle qui vient d'être élu, qui est volontaire, qui m'a dit s'il y a de quoi aider, il faut envoyer, tout ça. Je sais que lui, il est volontaire. Mais tu vois, il est isolé, il m'appelle tout seul. Normalement, ça devrait être une personne qui chapeaute tout, qui appelle. Il dit, bon, vous êtes à l'extérieur, venez, on s'assoit et puis on fait ça. Plutôt que ce soit un qui appelle, envoie-moi ça, ou je veux faire ça, et un autre qui appelle. Non. C'est bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'il y aura un gros basket au Burkina. Ouais. Mais bon, la dernière fois que je suis allé, j'avais déjà discuté avec plusieurs personnes. Malheureusement, je pense que ça évolue, mais très lentement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as eu à apprendre dans le basket burkinabé qui t'ont servi à Lille, par exemple? Aujourd'hui, on dit que j'ai de la détente. C'est au Burkina. J'ai commencé au quartier à sauter. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, que ce soit négatif ou positif, tu apprends. Donc oui, tout ce que j'ai fait, parce que quand je rentrais l'été, j'allais jouer le tournoi d'été avec Kadiogo Bulls. Ici, on jouait technique, là-bas, on jouait rugueux. Tout. Quand je me faisais cogner là-bas par les grands frères, ça m'a fortifié pour jouer ici. Tout est bon à prendre. Et ça, je ne regrette pas. Yes. Et quel est le rapport que tu as avec les fans? Parce que souvent, ça peut être tumultueux. Tu peux avoir autant, comme dans le foot, hein, ils te soutiennent quand ça va, et ils te descendent quand ça va pas. Oui. Et tu peux avoir aussi des petits trucs qui vont arriver à guillemets avec ce qu'on appelle nous les groupies, on ne sait pas. Et tu peux avoir plein de problèmes comme ça. Tu as quel rapport avec tes fans? Du moment que ça reste respectueux, ça se passe très bien. Moi, je pense que nous, on a besoin des fans pour vivre. Pour vivre, clairement. S'il n'y avait pas de fans ou de supporters, il n'y aurait pas de sportifs. C'est clair. Clairement. Maintenant, certains fans prennent ça trop à cœur et oublient qu'on est autre chose que des joueurs, qu'on est aussi des humains. C'est vrai. Voilà, des hommes, des femmes, qu'on a aussi des enfants, des familles, voilà. Et donc il y en a qui dépassent parfois les limites. Mais généralement, ça se passe bien et aussi, dans l'autre sens, des joueurs qui oublient que les fans sont aussi des humains et qu'ils ont besoin aussi de respect. Donc ça, c'est comme dans la vie. Ça se passe bien parce qu'on me respecte, je respecte. Parfois, il faut donner un peu de temps. Un petit peu de temps pour quelqu'un qui t'admire, c'est énormément dans sa vie. Oui. Bon, il y a des joueurs qui prennent pas ce temps-là, il y en a qui donnent beaucoup. Voilà. Comme des fans aussi qui vont être très intrusifs et d'autres vont être respectueux. Mais moi, j'adore partager avec les fans. J'adore passer un peu de temps avec. Quand je ne peux pas, je m'excuse. Mais parfois, une poignée de main, un sourire, une photo, une signature ou 5 minutes à parler. Ça ne coûte pas grand-chose, pourtant ça représente beaucoup pour la personne. Ouais, voilà. Parfois, juste une parole. Tu as certaines personnes qui n'ont jamais... qui sont dans une bulle, en fait. Et quand quelqu'un de l'extérieur, comme ça, de leur bulle, vient leur donner un petit conseil ou quoi, ça les valorise et ça peut déclencher quelque chose. On ne sait jamais. Hein. Quand on dit un sourire peut changer la vie de quelqu'un, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est pas ce que les gens vivent. Ils viennent au basket te voir. Peut-être que c'est leur sortie du mois, de l'année. Ils n'étaient pas bien. Ils viennent. Tu leur donnes un sourire. Ça peut changer leur vie. Donc moi, je garde ça en tête. Après chaque match, je trouve que donner 5 minutes, 10 minutes aux fans, c'est important. Et je suis content. Le temps qu'ils vous donnent aussi. Oui, voilà. Ils ne peuvent pas tout savoir de notre vie, tout ça. On ne peut pas savoir de leur vie. Donc, voilà. Le peu qu'on peut leur donner de positif, c'est bien. Et eux aussi nous en apportent. Parfois on ne va pas être bien. Il y en a qui vont être très encourageants, qui vont te dire un mot qui va. Allez, ça te remet bien, quoi. Donc, c'est un partage et ils sont très importants. Tu as commencé le basket en tant que passe-temps, entre guillemets, au Burkina, c'était plus le sport. C'est devenu carrément un métier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une passion?
C'est devenu une passion avant d'être le métier. D'accord. C'était un passe-temps. C'est devenu une passion quand j'étais vraiment avec des potes et que je sentais que j'étais fort. Bon. J'étais plus fort que je pensais. C'est devenu une passion quand j'ai arrêté les études et j'ai dit je vais essayer ça. Et là c'est devenu limite la passion commençait à disparaître quand on voulait en faire un métier, mais les moments durs c'est quand justement la passion disparaît. Donc la passion est toujours là. C'est devenu un métier. C'est la passion qui ravive la flamme quand les moments sont difficiles. Voilà. Si tu n'as pas cette passion-là, ça devient compliqué. Comme disait Steve Jobs. Voilà. Si tu n'es pas passionné, ça ne va pas marcher. Donc la passion, elle est toujours là, même si c'est un métier. Yes. Ouais. Et du coup, en tant que passion, tu dois quand même toi aussi avoir des fans. Enfin, tu dois être quand même, non plutôt toi-même être fan de certains joueurs. Oui. Est-ce que c'était arrivé de jouer contre des joueurs dont tu étais fan? Oui. Bon, pas les grandes stars de NBA, mais quand tu joues contre... j'ai toujours eu ce sentiment-là, c'est que quand j'apprécie quelqu'un, j'aime bien quelqu'un et que je le rencontre, on dirait que je prends un peu de son... je sais pas, tu vois. Donc, et comme j'aime apprendre, les joueurs contre qui j'ai joué, j'aimais bien leur jeu, j'ai pris. Quand j'étais à Angers, j'ai joué avec Deron Hayes, qui avait presque 40 ans. On avait plus de 20 ans d'écart. Son fils, d'ailleurs, pourrait être drafté là, cette année. C'est fou, parce que son fils, il avait l'âge de mon fils à l'époque. Et on était au même poste. Moi, j'étais son remplaçant, on va dire. Et j'étais fan de lui, parce que le gars avait près de 40 ans. Il travaillait 2 fois plus que tout le monde au basket. Ouais. Il était 2 fois plus rigoureux que tout le monde au basket. Il venait le matin, à midi, après l'entraînement, il restait à la salle, il dormait à la salle, il mangeait à la salle, il se réveillait. Quand on revenait l'après-midi pour s'entraîner, il était là. Moi, j'étais fan de lui. Et pourtant, c'était pas une star de NBA. Son éthique, son charisme, tout ça. Je me suis inspiré de lui. Moi, je ne shootais pas avant. Je suis devenu shooter. Je sais que c'est à cause de lui. Parce que lui, avant, il ne shootait pas. Il est devenu shooter. Il bossait. Donc, oui, j'ai joué contre ou avec des fans. Et après, c'était dans le championnat où j'ai joué contre des gars qui ont joué en NBA, qui sont surtout en Pro. J'ai joué contre eux. J'étais pas forcément fan d'eux, mais ceux dont j'étais fan, c'est des gars comme eux, qui ont une éthique, ou un truc, voilà. Qui transcende le basket. Voilà, ou l'homme aussi. Lionel Bomayako, voilà. On a joué ensemble en National 1. Il m'a apporté dans la foi, autant religieux que dans le positif dans la vie. Lui, j'ai été fan de lui, c'est un de mes meilleurs amis maintenant. Je suis fan de lui parce qu'il avait ce truc-là en lui. Voilà. C'était un gros scoreur, tout ça, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai été fan de lui. Et c'était en haine, même s'il a joué plus. Donc ouais. Tu es fan du basketteur et la chance c'est que quand tu rencontres la personne, tu deviens fan de l'humain. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois, pourtant je vais pas sauter sur... si je rencontre Jordan ou LeBron, je vais pas sauter à la photo, tout ça. Je sais pas, je n'ai pas ce truc-là, mais c'est plus l'homme que je peux être fan du caractère de l'homme qui est derrière le joueur. Entendre la personne parler, raconter son vécu et peut-être donner ses conseils. Ou comment elle se comporte, comment elle agit. Pas forcément ce qu'elle dit, mais comment elle agit, comment elle est. Voilà. C'est ça qui me rend fan. On a parlé aussi d'impact psychologique de la jeunesse, ce que le basket peut représenter. Il y a aussi quand même le fait que ce soit quelque chose qui se pratique dans un laps assez court. C'est-à-dire que vers 35-40 ans, par exemple, la personne dont tu es fan, à 40 ans, c'est surprenant qu'elles soient encore sur la scène. Parce que généralement, 35 ans, ça commence à être la fin. Oui. Donc c'est assez court. Comment les basketteurs vivent la transition dans le monde entre guillemets, classique? Alors là, vu que moi, j'ai pas encore vécu, je vais parler de leur expérience. Il y en a beaucoup qui ont eu du mal. Ouais. J'ai mon agent actuel, c'est un de mes meilleurs amis aussi, qu'on a joué ensemble aussi. On a joué ensemble, c'est devenu un pote et c'est devenu mon agent aujourd'hui parce que c'est mon ami qui m'a suivi même sans être mon agent. Et lui, quand il a arrêté, il a eu 2 ans, je crois, de claque. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un de prévoyant, maintenant, tout ça, qui avait anticipé, mais il m'a dit que c'était une claque
Léon, bon, lui, je pense que par son fils, il continue de vivre le basket. Et je pense qu'il n'a jamais vraiment arrêté, même à bas niveau, il jouait. Donc, lui, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas lâcher encore la balle. Ouais. Mais je ne l'ai pas vécu, mais je sais. J'ai un livre là, que je n'ai pas encore lu. C'est un rugbyman qui raconte qu'en gros, tu étais Superman avant et là, tu n'es plus Superman. Et c'est ça le titre de son livre. Ouais. Je n'ai pas encore lu. Voilà. Je l'ai à côté, je me dis, j'arrive pas encore à ouvrir la première page. Je ne suis pas loin de cette période-là. Donc, mais apparemment, c'est souvent une claque. C'est souvent une claque. Mais je n'ai pas vécu. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Tu as des appréhensions ou pas vraiment? Parfois, je me dis... parce que là, moi, dans mon projet, c'est bientôt une reconversion et tout. Donc, c'est pas forcément de continuer à bas niveau. Il y en a qui jouent justement longtemps. Je pense qu'ils ont du mal à arrêter. Ouais. Je vois encore des gars qui sont plus vieux que moi et qui continuent de signer à des bas niveaux. Donc, en fonction de l'âge, ils descendent de niveau. Je pense qu'ils doivent avoir du mal à arrêter. Moi, dans mon projet, c'est d'arrêter un peu brutalement. J'espère que ça ne sera pas trop brutal. Ouais. Je me laisserai quand même une marge au cas où c'est trop brutal. Mais j'en connais aussi qui ont arrêté. Et non, au bout d'un an, ils ont repris. Parce que c'était trop violent. Donc, je sais pas. Je sais pas si on peut vraiment se préparer à ça ou anticiper ça. Il y en a qui ont la stratégie aussi qui deviennent coach, comme par exemple Steve Kerr, il y a Magic Johnson, je crois qu'il est commentateur aussi. Il y en a qui vont plus loin dans le business, qui rachètent aussi des équipes, toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est pareil que jouer? Je sais pas. Ça, moi, je tu compte restes rester. à côté, peut-être même ça fait plus mal. Moi, je compte rester dans le basket sans être coach. Mais pour moi, c'est pas pareil. C'est comme les coachs qui étaient joueurs avant. Tu vois qu'il y a des moments, ils ont envie de prendre le ballon et jouer, quoi. Ouais. Et pourtant, ils peuvent pas. J'ai eu des coachs comme ça qui étaient basketteurs avant. Et tu sens que c'est dur. Tu sens que c'est dur de ne plus pouvoir faire les choses. Donc, je ne sais pas. Dans quelques années, on en reparle. Dans quelques années, on en reparle. D'ailleurs, on a parlé de Steve Kerr et Kerr plutôt, de Magic Johnson. Ça me rappelle le documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde doit en parler actuellement. The Last Dance. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Sérieux? Tu sais pourquoi je ne l'ai pas vu? Trop d'émotion? Non, je regarde la caméra. À cause de ma femme, qui voulait qu'on regarde ça à deux. Sauf qu'elle était presque au terme de l'accouchement, donc à chaque fois il y avait un truc qui faisait. Et je lui avais promis de ne pas regarder ça seul. Donc tu attends. Là tu peux y aller là du coup? Je pense que j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit écoute, moi je vais regarder le truc là. Parce que là on n'arrive pas à trouver, il y a la petite qui est née, tout ça, je vais regarder le truc. Donc la semaine prochaine je viens chez Sam, je serai chez mon frère pendant quelques jours, je vais regarder ma série. Seul. D'accord. On avait regardé le premier épisode. On a regardé ça en famille, même avec les petits. On n'a pas pu regarder la suite. Et je me suis dit, il faut que je... Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux pas être spoilé. C'est ça, du coup, je vais essayer de poser mes questions de façon détournée. Ouais, non, tu peux parce que c'était difficile avec Facebook de ne pas être spoilé. Ouais, non, mais c'est vraiment... Moi, en tout cas, j'ai pris une claque. Pourtant, je ne suis pas le plus passionné de basket. Je ne connais pas vraiment tout ce qui se passe. Mais j'ai pris une claque. De toute façon, je ne pense pas que ce soit un documentaire sur le basket. Non. Et ce qui en ressort vraiment, c'est tous les sacrifices qu'il a dû entreprendre, tout ce qu'il a dû mettre en priorité pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Parce que c'est même dans toute catégorie de sport confondue, je ne pense pas que quelqu'un ait atteint ce niveau-là, à part peut-être un gars comme Mohamed Ali, des gens comme ça. Oui. Et même, c'est discutable, parce que Mohamed Ali a des défaites, lui, il a vraiment 0 défaite. J'entends en finale. Oui. Et c'est énorme, avec tout ce qu'il a subi pendant qu'il faisait ça, parce qu'il y avait le stress, il y avait d'autres éléments que tu verras dans le documentaire. Oui. Et pour le coup, quelque part, on se pose la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui. En tant que sportif, en tant que basketteur, oui. Parce que je suis sûr que toi aussi, sans être sportif ou basketteur, tu as fait des sacrifices, tu as subi des échecs. Tout le monde ici subit des échecs. Même ceux qui sont en haut, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils ont subi. Donc oui, lui, il a réussi. Il réussit toujours. Donc oui, 1000 fois le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, il y en a qui vont mettre plein de sacrifices. J'ai un coach comme ça, je me rappelle, il avait une éthique il était son régime alimentaire, il était carré, sportif, préparation, tout, il était carré, et boum, blessure, il n'a jamais pu aller loin, très loin, aussi loin qu'il aurait pu aller. Donc, lui, tu vas dire, il a fait des sacrifices et il n'a pas pu réussir. Quand je le vois aujourd'hui, ce qu'il fait, comment il est, l'homme qu'il est,
c'est bien, il est bien. Donc il a réussi autrement. Mais Jordan, il peut être critiqué. Comme on dit aujourd'hui, celui qui n'a jamais péché ou fait des trucs, il n'a qu'à jeter la première. Voilà, tout le monde est là, il jette les pierres, mais le gars, il a fait ce qu'il fallait, il a réussi. C'est facile aujourd'hui de critiquer. Et sans ce qu'il a fait là, il ne serait pas arrivé. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une forme d'humilité, bon, c'est encore dans le documentaire. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui peuvent parler même, ils ont quand même ça bien sûr. Comme élément de leur passé, comme élément de leur notoriété, comme élément de leur image aujourd'hui. Bien sûr. Donc ils lui doivent bien au moins ce respect-là. Hey, on parle de lui, tout le monde parle de lui aujourd'hui. Ceux qui sont là, qui font beaucoup de bruit, qui n'ont encore rien gagné, rien fait là. Les gens les idolâtrent aujourd'hui, ils disent ils sont super forts, mais ils n'ont rien gagné par rapport à lui. Oui. Par contre, aujourd'hui, tout le monde parle tout le monde critique Jordan. Son nom veut dire quelque chose. Ça incarne quelque chose. N'importe où dans le monde, les gens connaissent Jordan, quand même. J'ai pas besoin de voir le documentaire, là, je vais envoyer la chandelle. Je connais déjà la vibe. Quand même. Et toi, par exemple, j'imagine que Michael Jordan, c'est un de tes plus grands fans. Enfin, je suis un des plus grands fans de Michael Jordan, c'est une de tes célébrités de basket préférées. Tu as dit aussi LeBron plutôt que Kobe. Oui. Kobe, baskettement, tout ça, enfin, pour moi, il y a l'ère Jordan, l'ère Kobe, l'ère LeBron. Voilà. Kobe, mon frère, c'est 100% Kobe. Donc c'était aussi ça. On était un peu dans la rivalité. Lui, il est Kobe, moi, je suis plus LeBron. Kobe, il n'y a rien à dire. L'homme que Kobe représentait, moi, c'est plus fort que le joueur. Combien de citations de Kobe, d'action. Quand il sort, il est blessé, mais il shoot quand même avant de sortir. Quand il prend certains shoots ou la passe pour gagner à haut niveau. Il y a des petits trucs comme ça de Kobe, même si tout le monde pouvait le critiquer, égoïste, machin. Hey. Quand tu vois le gars, quand tu vois ce qu'il était en train de faire avant de mourir, quand tu vois l'homme Kobe, je respecte vraiment bien. Jordan, nous on était trop jeunes pour avoir vraiment connu quand il jouait. Ouais. Donc on connaît son passé, on n'a pas vécu quand il jouait. Mais pour moi, il reste au-dessus quand tu vois ce qu'il a fait, quand tu vois ce qu'il fait tout. Kobe, l'homme, LeBron, le joueur. Ok, voilà. C'est vraiment l'athlète. Voilà, il fait plein de choses autour du basket, mais pour l'instant, le joueur. On peut critiquer. Moi, mon beau-frère et moi, tout le temps ça. Ah, mais LeBron, ceci, il se prétend king, machin. Quand tu viens avec une couronne, il faut la porter. Il faut porter la couronne. Ça, j'adore la punchline. Quand tu viens avec une couronne, on dit la porter. Oui, parce que lui, c'est tout ce qu'il dit. Comment, avant de faire quelque chose, tu peux dire que tu es le king? Hey. Il est venu, il est le king. Il porte sa couronne jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il fait, on dit oui, il fait que les stats. Il joue avec son temps. Il utilise son temps. Aujourd'hui, il a joué tous les postes, quasiment. À part poste 5. Et encore, parfois, il a été un peu 5. Il a joué tous les postes. Il a toujours réussi. Il a eu des échecs. Mais il a eu des échecs parce qu'il a toujours été en finale. Sauf une fois. On dit oui, il a perdu tant de finales. Mais combien de fois il a été en finale? C'est ça aussi. Attends. Si tu es allé qu'une fois en finale et tu as gagné, c'est facile. C'est pas rien d'y arriver. Hein. Il allait tout le temps en finale à part une fois. Donc il a gagné et il a perdu. En plus, il a battu Golden State à un moment où tout le monde disait qu'ils allaient perdre, même au match, à la confrontation 5. Par ailleurs, il était retourné à Cleveland. Il n'y avait pas grand monde à Cleveland quand il est allé. Il a gagné avec Cleveland. Cleveland, c'était le tiers-monde quand il y allait. Voilà. Quand il est parti de Cleveland, les gens vendaient des billets à combien de dollars, même il n'y avait personne dans la salle. Attends, on peut le critiquer de son air, c'est son air LeBron. Et il n'a pas fini. Yes. Donc aujourd'hui, là, moi, il y avait Jordan, Kobe, maintenant c'est LeBron. Après, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, tu tires de LeBron, le joueur, tu tires de Kobe et de Jordan, la personne. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu donnes maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais donner ou dire, en tout cas, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui vont nous écouter? Quel sera ton héritage que tu laisses aux nouveaux joueurs ou aux nouveaux jeunes qui veulent se lancer? Je commence. Je ne vais pas coacher, c'est sûr. Maintenant, je commence à... Il y a une chose qui me frappe à chaque fois que je joue avec des enfants. J'ai joué 10 minutes avec les petits. Ou quand on va faire une animation avec l'équipe et que je vais jouer avec un enfant, il y a un truc qui est trop répandu en France.
qui a moins aux États-Unis, et qui pour moi déjà fait une grosse différence entre les jeunes Français et les jeunes Américains. En France, on se dévalorise trop. Ouais. Et on se freine trop. Tu joues avec un petit, il rate un shoot, il va dire il est nul, ou il va se frustrer. Ça, pour moi, ça c'est ma première motivation. Je ne vais pas coacher, mais ça m'a donné ma motivation pour la suite. Pouvoir accompagner les jeunes. Aujourd'hui, j'en parlais avec le papa d'un jeune, là, il y a beaucoup de nouveaux coachs individuels, surtout avec le confinement. Coach individuel, c'est bien, ça va toujours apporter quelque chose. Mais il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Et j'espère qu'on va dépasser ce truc-là de dire je suis nul. Ouais. Tous les jeunes, quand ils ratent, je suis nul. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est qu'il y a un petit, il rate, il jouait, on animait, j'étais arbitre, et puis il faisait des 3 contre 3. Il rate, il se met à pleurer. Il me dit, ouais, de toute façon, je suis nul, c'est normal, je suis nul. Non, au début, il pleurait même pas. Il dit, ouais, je suis nul. Je dis, non, t'es pas nul. Il fait, si, je suis nul, c'est normal, je suis nul. Je dis, mais qui t'a dit que t'étais nul? Il dit, bah, mon père. Je dis, c'est ton père qui t'a dit que t'étais nul? Il dit, oui. Il dit tout le temps, je suis nul. Donc, c'est normal, je suis nul. C'était gravé sur lui qu'il était nul. Par qui? Son père. Je ne sais pas s'il lui a dit ça pour le motiver et qu'il a mal fait ou qu'il est vraiment, il veut pas qu'il joue. Je ne sais pas les motivations. J'étais choqué. Je dis, c'est ton père qui t'a dit ça? Comment tu veux qu'un enfant aujourd'hui il évolue bien si déjà il n'avait même pas 10 ans? Son père lui met dans sa tête qu'il est nul. C'est ancré dans sa tête qu'il est nul. Et malheureusement, là j'en parlais avec le papa là, qui disait avec qui j'en parlais, qui disait que avec ma belle-mère qui a été coach et qui est prof à l'école. J'ai dit, comment ça se passe? J'ai demandé comment ça se passe ces enfants à l'école quand ils ratent les choses. Est-ce qu'ils disent qu'ils sont nuls? Il m'a dit, oui, tout le temps. Tous les enfants, quasiment, ils disent qu'ils sont nuls. Tout ce mot, je suis nul, je suis nul, je suis nul, quand ils ratent quelque chose, c'est constamment dans leur bouche. C'est un petit mot, hein, mais pour moi, si ça, là, on change ce truc-là, que tous les coachs ou tous les parents disent à leurs enfants, t'as pas le droit de dire je suis nul. T'as pas le droit de dire je suis nul. Ça va changer beaucoup de choses. On sous-estime la force, là, parce que là, l'esprit, il est conditionné à dire qu'on ne peut pas réussir. Aux États-Unis, les gens disent, ouais, les Américains, ils se vantent trop. Non, ils ne se vantent pas. Si toi-même, tout seul, tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Ce n'est pas tout le monde qui va venir dire non, tu n'es pas nul. Il y en a qui vont le faire. Mais, et pour moi, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que j'aimerais changer dans les générations futures, c'est ça. C'est la valorisation de soi-même. Parce que ce n'est pas que le basket, hein, ça. C'est tout dans la vie. C'est incroyable. En gros, la visière donne la vision. Donc, si tu donnes une casquette de perdant, il ira vers. Si tu donnes une casquette de vainqueur, il ira vers. Oui. Faut pas avoir peur de ce truc qu'on nous dit tout le temps là. Oui, tu es narcissique, tu te la pètes. Non, c'est en France. Je suis honnête. C'est en France qu'on dit ça. Je compte le faire. Je ne suis narcissique ou prétentieux que si je ne suis pas en accord avec ce que je pense être. Voilà. Et puis, il ne faut pas laisser les circonstances de la vie dicter ce que tu es. Tu as été nul. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Voilà. Et puis, même tu as été nul là. Moi, je ne vais pas utiliser ce mot. Je vais dire, tu n'as pas réussi. Ou tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu peux faire. Tu n'as pas dire ou c'est nul ou non, c'est bon. Ou je pourrais mieux faire. Voilà. Mais le mot nul, là, il faut le bannir. Tu peux dire match nul. Voilà. Voilà. Mais je suis nul, tu es nul, on est nul, on ne va pas y arriver. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est même, que ce soit au niveau de l'éducation, mais entre amis aussi, parce que souvent les gens ont peur de se dire les choses. Ils ne se disent pas entre amis. Par exemple, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je fais cette interview aussi, parce qu'on se connaît, on se côtoie, mais je suis fier de me dire, je connais quelqu'un qui est allé aussi loin. Et même dans toutes les disciplines que je vais poursuivre, je vais me dire, oui, il a pu le faire, je peux le faire aussi. Tu vois, qu'on a à peu près les mêmes circonstances et j'ai une idée, ça me donne un cap, ça me donne une étoile à suivre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important que les gens voient ça et se le disent. Ce qu'on dit, c'est souvent trop tard quand on donne aux gens, on jette les fleurs aux gens. Non, il faut leur dire ce qu'ils valent, ce qu'ils représentent pour nous pendant qu'il est encore temps. Oui. C'est toujours bien. Et même à force de répéter des choses positives, inconsciemment, on se renvoie aussi de l'énergie positive. Si tu parles positivement, tu agis positivement. Ça c'est connu, ça, dans le monde, ceux qui spirituellement, on sait que
On dit tu peux être ce que tu veux être là. Ça, c'est si tu veux être quelque chose, tu peux l'être. Ça va loin, mais c'est parce que si tu veux quelque chose et que tu te mets ça dans ta tête et que tu positives et tout ça, tu vas tendre vers ça. Mais au sens inverse aussi, dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon, qu'il est nul, même si c'est... Il y en a qui vont... C'est ça qui est fou, il y en a qui vont dire « Ah non, c'est nul ce shoot-là. Pour dire, en gros, shoot mieux. Non. Dis pas c'est nul, dis pas tu as été nul, dis pas, même si c'est pour l'encourager, dis ah c'était moins bon ou ah c'était un bon shoot même si c'est pas rentré. Ça, tu vois, je commence par mon fils, mettre ça dans sa tête parce que je sais qu'à l'école les gens vont dire il est nul ou c'est nul. Et donc aujourd'hui si tu entends dire nul, il va dire t'as pas le droit de dire ça. Voilà, si lui il fait ça. Et puis, tous ceux qui sont autour, je leur dis la même chose, les autres enfants, machin, ou les parents, je dis non, dis pas ça à ton fils, hein, pour ça, c'est ça. Si chacun fait ça, je suis sûr que ça va changer, même la vie de tout le monde. Les parents d'héritage, ça c'est quelque chose que j'aimerais laisser. All right. Tout ça, c'est des gammes. Hein. Ça, c'est des gamsons, je répète. Ce n'est pas sauvegardé, c'est des gamsons. Ouais, secteur 25, représente le secteur 25. C'est ça. Bon, ben, c'était super sympa, tu vois, c'est des choses comme ça que moi j'aime bien entendre, que les autres aussi voient un peu comment c'est de ton côté, parce qu'on te voit sur le terrain, on voit plutôt le joueur, c'est bien aussi de connaître l'humain qui est derrière, en sachant que l'énergie de l'humain, c'est ce qui porte le joueur. Donc si tu as de la détente, c'est parce que l'humain a pris de l'élan. Ce que tu dis est tellement vrai, parce qu'il y a des jours où tu n'arrives pas à sauter. Ton corps va bien, tu n'arrives pas à sauter, parce que ta tête est lourde. Parce qu'il y a des choses qui te pèsent. Voilà, c'est là que tu as besoin d'un coup de pouce. Parce que tout est ici. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à sauter. Pourquoi tu n'arrives plus à courir vite. Parce que dans ta tête, ça ne va pas. Et c'est des trucs positifs qui vont te relancer, quoi. Donc, tu dis, moi, tu es content de me voir. Mais toi, tu es là aussi. Ah, tu viens de là-bas aussi. Et tu es là aussi aujourd'hui. Là, et je sais ce que tu as traversé. Je sais que pour être ici, là, aujourd'hui, là, on vient de loin. Donc, c'est pas que moi. Yes! On est ensemble, mon gars. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire ces choses-là. C'est bien de se l'entendre. Oui. Bon, donc, il y a un joueur pro qui dit que je suis pas mal. OK? Je vais écrire ça sur mon CV maintenant. Mon type. Alright. Donc, merci. On était en direct de Get Sport. Je suis avec Victor Traoré. Et comme d'habitude, je dis jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres. Mais surtout, si vous avez une couronne, n'oubliez pas de la porter. C'était Izou DW. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.